Quand on pense à la ville du futur, on imagine souvent des voitures volantes, des choses un peu de science-fiction. Mais en réalité, la vraie question, elle n'est pas là. C'est une question de stratégie. Et c'est une stratégie qui se décide maintenant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan de bataille pour construire les villes de 2050, des villes où il fait bon vivre et pas des villes qu'on subit. Alors, projetons-nous un instant en 2050. Il y a deux chemins possibles. D'un côté, la ville qu'on n'a pas préparée, c'est une véritable fournaise, l'asphalte colle aux chaussures, il y a des coupures de courant en pleine canicule et l'eau est rationnée. Pas vraiment l'idéal, hein. Et de l'autre côté, la ville résiliente, des espaces verts partout, on respire, les bâtiments sont super efficaces, la vie est, plus simple, plus agréable. Ce qui fait toute la différence entre ces deux visions, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est une méthode, le design systémique. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. Pour y arriver, la première chose à faire, c'est de changer notre façon de voir la ville. Le concept clé, un peu technique mais super important, c'est le métabolisme urbain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez simple. Il faut arrêter de penser en silos. Fini le service des transports qui ne parle pas au service de l'énergie, qui lui-même ignore le service de l'eau. L'idée, c'est de voir la ville comme un grand organisme vivant. Elle consomme de l'énergie, de l'eau, des matériaux, et elle produit des déchets. L'objectif, c'est d'optimiser tous ces flux pour qu'elle soit en pleine santé. D'accord, mais on pourrait se dire, pourquoi cette urgence ? Pourquoi maintenant ? La réponse est simple. On n'a plus vraiment le choix. 3 pressions, 3 énormes vagues de fond sont en train de déferler sur nous et nous obligent à repenser complètement le fonctionnement de nos villes. La première pression, c'est l'urbanisation. Elle est juste massive. Les chiffres des Nations Unies sont très clairs. D'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra en ville. C'est quasiment 7 personnes sur 10. Imaginez la concentration de monde, de besoins en logement, en transport, en énergie. C'est un défi absolument colossal. Deuxième pression, évidemment, c'est le climat. Les villes sont en première ligne. Le GIEC nous dit qu'elles sont à l'origine de plus de 70% des émissions mondiales de CO2. C'est énorme. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si les villes sont une grosse partie du problème, ça veut aussi dire qu'elles sont la clé de la solution. C'est dans les villes que la bataille du climat se gagnera ou se perdra. Et la troisième pression, c'est celle sur les ressources. Nos poubelles, pour le dire simplement. La Banque mondiale a fait le calcul. Si on ne change rien, la quantité de déchets qu'on produit va augmenter de, tenez-vous bien, 70% d'ici 2050. On parle de 3,4 milliards de tonnes par an. C'est juste intenable. Notre vieux modèle « je prends, je fabrique, je jette » est en train de nous exploser au visage. Bon, le constat est posé et il est un peu lourd, c'est vrai. La question maintenant, c'est comment on fait, par où on commence. Évidemment, on ne peut pas tout révolutionner d'un claquement de doigts. La bonne approche, c'est de décomposer ce système complexe qu'est la ville en plusieurs couches, 7 couches pour être précis, qui sont toutes liées les unes aux autres. Ça permet d'y voir plus clair et d'agir de façon bien plus efficace. Alors voilà, ces 7 couches, ces 7 grands leviers d'action. On a les bâtiments, l'énergie, la mobilité, l'eau, l'air, la circularité et enfin le numérique qui vient un peu lier tout ça. Chaque couche est un chantier en soi, bien sûr. Mais la vraie magie, elle opère quand on les fait travailler ensemble. Allez, on plonge dans le détail. Première couche, et c'est fondamental, les bâtiments. On pense souvent tout de suite énergie verte, mais la toute première étape, c'est de réduire le besoin en énergie. C'est le fameux principe de sobriété. L'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Par exemple, lors d'une rénovation, au lieu de juste mettre une grosse clim, on va d'abord super bien isoler, installer des protections solaires et végétaliser le toit. Résultat, en été, la température intérieure baisse de plusieurs degrés sans consommer 1 kW. On gagne en confort, on économise sur la facture et on soulage le réseau électrique. C'est ça une approche intelligente. Et justement, une fois qu'on a des bâtiments beaucoup moins gourmands, on peut s'attaquer à la deuxième couche, l'énergie. Le défi, ce n'est plus seulement de produire de l'électricité verte. C'est de gérer un système beaucoup plus complexe avec des sources intermittentes comme le solaire ou l'éolien. Le réseau du futur doit être super flexible et pouvoir gérer des boucles d'énergie locales où un quartier produit, stocke et consomme sa propre électricité. Le mot d'ordre, ce n'est plus juste production, c'est pilotage. Troisième couche, la mobilité. Et là, attention au piège. La solution, ce n'est pas juste de remplacer toutes les voitures à essence par des voitures électriques. Ça ne résout ni les bouchons, ni l'espace pris par la voiture. La vraie approche, c'est d'abord d'éviter les déplacements inutiles, puis de favoriser la marche, le vélo, les transports en commun. Un plan de mobilité efficace, par exemple, peut combiner une zone à faibles émissions avec des micro-hubs logistiques à l'entrée de la ville. Les gros camions s'y arrêtent et les livraisons du dernier kilomètre se font à vélo cargo. D'un coup, on a moins de bruit, moins de pollution et des rues beaucoup plus agréables. Quatrième couche, une ressource absolument vitale, l'eau.
Pendant des décennies, on a tout fait pour que l'eau de pluie parte le plus vite possible dans les égouts en bétonnant partout. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On désimperméabilise les sols. Un exemple, on remplace un vieux parking en bitume par un parc conçu pour absorber l'eau des grosses averses, comme une éponge. Ça évite les inondations. Et en plus, les arbres rafraîchissent l'air en été. L'eau n'est plus un problème à évacuer, elle devient une solution pour rendre la ville plus vivable. Cinquième couche, l'air qu'on respire. C'est un excellent exemple de l'approche systémique. La qualité de l'air, ce n'est pas un sujet à part, c'est une conséquence directe de nos choix en matière de mobilité ou de chauffage. C'est un super indicateur de la santé globale de la ville. Quand on travaille sur la mobilité douce ou la rénovation énergétique, on ne réduit pas juste le CO2, on améliore directement et concrètement la santé des habitants. C'est un enjeu majeur de santé publique. Sixième couche, la circularité. En gros, c'est la fin du gaspillage. Une ville plus saine, c'est une ville qui arrête de jeter. On passe d'un modèle linéaire, je prends, j'utilise, je jette, à un modèle circulaire. Concrètement, ça veut dire que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Les déchets alimentaires sont transformés en compost, les matériaux d'un bâtiment déconstruit sont réutilisés, la ville devient une sorte de mine urbaine. Et enfin, la septième couche, c'est un peu le chef d'orchestre, le numérique. Grâce aux données, on peut piloter la ville en temps réel, optimiser les feux de circulation, anticiper les pannes, c'est hyper puissant. Mais attention, ça soulève d'énormes questions de confiance et de cybersécurité. Une smart city qui n'est pas sécurisée, c'est une ville très vulnérable. Des cadres comme le RGPD sont donc absolument essentiels. Ok, on a nos 7 couches techniques, c'est notre plan. Mais en plan, aussi brillant soit-il, ça ne suffit pas. C'est comme avoir un super logiciel, mais pas d'ordinateur pour le faire tourner. Ce qui manque, c'est le système d'exploitation, la gouvernance et le financement. Comment on organise tout ça et surtout, comment on le paie? Et la recette pour passer de la vision à l'action, elle est là. Pour chaque objectif, on doit le traduire en projet concret et mesurable. Ça veut dire 3 choses. 1. Un indicateur de performance chiffré. Pas juste mieux isolé, mais atteindre X kWh par mètre carré par an. 2. Un outil de financement adapté. Et 3. Un cadre juridique solide. Quand on a ces 3 ingrédients, un projet devient bancable. Il n'est plus un rêve, il est finançable. Bien sûr, tout ça ne va pas se faire en 6 mois. Il faut une feuille de route, une approche progressive, par étapes. On peut voir cette transformation en 3 grandes vagues. La première, jusqu'en 2030, c'est l'ère des gains rapides, des actions ciblées qui ont un fort impact. La deuxième vague, jusqu'en 2040, c'est la massification. On déploie les solutions à grande échelle. Et enfin, après 2040, c'est l'intégration. C'est là que tous les systèmes fonctionnent en parfaite synergie pour atteindre une ville vraiment neutre en carbone et résiliente. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. La ville du futur, ce n'est pas un gadget technologique qui va tout résoudre par magie. C'est avant tout une stratégie qui s'appuie sur des choses très concrètes, de l'ingénierie, du droit et de la finance, appliquées de manière intelligente et coordonnée. Alors, pour rendre tout ça très concret, on peut terminer avec un outil pratique, une sorte de checklist de diagnostic en 10 points. C'est une série de questions pour évaluer où en est une ville ou un projet. Est-ce qu'on a un audit de l'efficacité des bâtiments, un plan pour la flexibilité du réseau électrique, une stratégie claire pour faire baisser l'usage de la voiture? C'est en répondant à ces questions qu'on peut identifier les faiblesses et donc définir les priorités. Et je voudrais finir en laissant une question ouverte. On a vu ces 7 couches, toutes importantes. Mais si on devait en choisir une seule pour commencer, la plus critique, celle qui aurait le plus d'effet de levier, laquelle ce serait? Les bâtiments? La mobilité? En réalité, il n'y a pas une seule bonne réponse. Chaque ville est différente. Et tout l'enjeu est précisément là, construire une stratégie qui soit vraiment sur mesure.